Salut à tous, ici DJ qui vous parle en direct de mon studio, de mon chez-moi. Et aujourd'hui, je vais vous parler d'un projet sur lequel je travaille depuis quelques jours, c'est-à-dire me faire un serveur Minecraft relativement intéressant, à un prix abordable et qui ne consomme pas trop. C'est qu'aujourd'hui, on va parler de les Tiny PC, c'est quoi, pourquoi que je vous suggère ça, et ensuite, on va parler de l'OS, on voit ici sur le côté ZigmaOS. C'est que si on s'attarde au Tiny PC pour commencer, il y a deux sortes de petits PC, on pourrait dire. On pouvait faire la seconde partie de l'OS sur un vieux PC à la maison aussi, mais je vais vous dire tout simplement les avantages des Tiny. Aussi, vous parler des SFF PC, en plus des Tiny PC. Pourquoi un Tiny ou un SFF, contrairement à un PC normal? Un PC normal, oui, c'est hyper modulaire, mais ça consomme quand même beaucoup. Et ça prend quand même beaucoup de place. Un Tiny, c'est ça. Ça, c'est un Tiny PC. Ça, c'est un ordinateur complet. Et il y a le SFF, qui est un peu plus grand, qui est comme un PC, une tour classique, mais beaucoup plus réduit dans un petit boîtier. Chacun a leurs avantages, chacun a leurs faiblesses. Les Tiny, comme on peut voir ici directement sur Amazon, je prends Amazon comme référence. Pas un Tiny, excusez-moi, un SFF, c'est, vous le voyez, vous avez une alimentation, un motherboard. Si vous êtes un peu plus en format standard, mais plus compact. Pourquoi un modèle comme celui-là aussi qui peut être intéressant? C'est les processeurs qui vont être très intéressants. Parce que avec l'arrivée de Windows 11, certains processeurs étaient listés comme non supportés officiellement. C'est-à-dire tout ce qui est processeur de 8e génération et moins chez Intel. Et certains Ryzen 2000 ne sont pas supportés, certains Ryzen 2000 le sont, mais on va en parler un peu plus tard. Ce qui fait que ces ordinateurs-là, comme un i5 6e génération ici, dans ce cas-là, je le vois avec le 6500, ben sort à des prix relativement très abordables. 129$ pour un modèle comme ça. L'avantage des SFF, c'est que souvent on va pouvoir mettre plus de RAM, de la RAM classique, normale, comme une barrette de RAM dans ce style-là. 6e génération, vous allez être en DDR4 également. C'est que vous êtes capable de trouver de la RAM relativement à un prix abordable. Et souvent, on peut monter plus haut en termes de capacité de RAM. Comme ici, là c'est sûr c'est Amazon, des fois ils écrivent n'importe quoi, mais capacité de stockage de mémoire 128 Go. On va le voir sur un Tiny, souvent c'est un peu plus différent. Et les processeurs sur un Tiny souvent consomment moins également qu'un SFF. Mais le SFF peut être très intéressant. Surtout si vous regardez avec des petits extensions au niveau des graphiques des prix, là, les extensions Chrome ou Edge, lui a déjà droppé à 101$. C'est vraiment pas cher. Sinon, là, à 129 et 128$, et je le vois ici, 128 et 129. Ça peut être une très belle solution. Et éventuellement aussi, on a plus de place à l'intérieur. On a souvent des PCI Express pour mettre, je sais pas, une petite carte graphique pour éventuellement faire beaucoup d'autres choses que juste du gaming, c'est ça que je veux dire, là. Mais il y a des avantages des fois à mettre des cartes graphiques ou tout simplement rajouter du stockage avec des NVMe sur des lignes PCI Express. Sinon, au niveau des Tiny, ça c'est un exemple que moi-même j'ai acheté, ce modèle-là. J'ai payé un petit peu plus cher parce que lui c'est un 8e génération, il supporte Windows 11. Mais je l'ai quand même eu à 159. Je l'ai acheté quand il a droppé à 159 ici. Si on magasine bien, on est capable d'avoir de quoi de plus récent. Parce que si on va chercher aussi du 8e gen, oui, les prix vont être un peu plus difficiles à aller en chercher des intéressants, mais au moins on va avoir un petit peu plus de performance. Parce que je vais le comparer avec ce Dell-là ici, mon nouveau HP. C'est que ce Dell-là, c'est un i5 7e génération. Là, on a un i5 8e génération. La différence entre les deux, c'est que je gagne 2 cœurs supplémentaires. Ici, j'ai un 4 cœurs, 4 threads, tandis que dans le 8e génération, j'ai un 6 cœurs 6 threads. Ces Tiny PC-là également utilisent de la RAM SODIMM, c'est de la RAM de portable. Le petit désavantage, on pourrait dire, c'est que en utilisant ça, on a souvent uniquement 2 slots de RAM, contrairement au SFF, on en a 4. Et ça écope aussi au niveau de la capacité. Souvent, ces petits Tiny PC-là sont limités à 32 Go maximum. Mais souvent aussi, pour qu'est-ce qu'on veut faire, 32 Go, c'est amplement suffisant. C'est avec comment bien rechercher, moi je vais vous donner mes tips
tips pour rechercher, du moins sur Amazon.ca. Pour ce qui est des autres Amazon, je peux pas vous le dire, .fr ou quoi que ce soit. Mais souvent, je vais commencer par écrire TinyPC tout simplement dans recherche, évidemment. Puis après ça, c'est là qu'on va pouvoir peaufiner un petit peu plus nos recherches avec les fils sur le côté. Déjà là, moi j'aime bien tout ce qui est le nouveau HP Dell, pas les petits B-Link ou des affaires comme ça, c'est beaucoup plus petit. C'est vraiment du petit TinyPC. Et souvent, c'est pas modulaire comme ces modèles-là. Ces modèles-là, c'est facile à aller changer le SSD. Je peux même littéralement accéder au processeur en enlevant le refroidissement ou accéder à la RAM. J'enlève le refroidissement, le processeur est en dessous de ça, je dévisse les 4 vis et c'est un socket qui n'est pas soudé. Ça peut avoir son importance parce que si je peux trouver un processeur compatible là-dedans, qui est exemple un i7 qui serait plus performant, qui serait compatible là-dedans, qui supporterait les bons wattages parce qu'il ne faut pas dépasser un certain wattage, ça peut être très intéressant de le changer. Contrairement à un petit B-Link, ça va être souvent des processeurs soudés. Au niveau de la RAM aussi, vous voyez, d'ailleurs, la barrette, je l'avais emprunté dans celui-là. C'est qu'on la met et voilà, elle est clippée et j'ai juste à refermer ça. Le gros avantage, comme je vous ai dit, au niveau des TinyPC dans ce style-là, c'est la consommation. On va le voir un peu plus tard dans l'OS, mais ça consomme pratiquement rien. Honnêtement, pour se faire un serveur, même pour faire des NAS ou quoi que ce soit, ça peut être très intéressant. Que si je refine, je vais commencer par afficher les prix que je veux aller chercher. Je veux pas nécessairement dépasser, exemple, les 200$, puis je veux pas des trucs à 10$ parce que je vais avoir 25 pages. Ça veut qu'on va commencer par affiner les prix, ça va déjà nous en donner. Normalement, on va jouer entre 100$ à 200$ pour notre range qu'on va aller chercher. C'est qu'on va commencer par appliquer ça, je vais encore remonter jusqu'à 100$. C'est qu'on va commencer par faire ça, déjà là, ça va éliminer une bonne partie de trucs qui pourraient pas nous intéresser. Après ça, comme je vous ai dit, sélectionnez Lenovo, HP et Dell. Principalement, regardez déjà là, ça nous affiche du DDR3, DDR4. C'est intéressant d'aller en DDR4, DDR3, ça commence à être vieux. C'est que déjà là, j'ai de quoi de vraiment intéressant. Puis à partir de là, je peux titrer littéralement par prix croissant. Et là, on commence à parler. J'ai un Lenovo ThinkCentre ici, un i5 6500T. Les versions T, c'est vraiment des versions qui sont faites pour fonctionner vraiment à faible efficience énergétique, tout simplement. C'est que ça consomme beaucoup moins qu'une version classique. C'est que ça, un i5 à 112$, ça peut être intéressant. Notez qu'ici, il y a 12$ de livraison, par exemple. C'est que ça, en réalité, ça va être 125$ à peu près, le prix. Mais ça reste 125$ pour un i5. C'est incroyable. Notez, vérifiez aussi que vous avez bel et bien l'alimentation. Là, ici, on a 8GB de RAM de DDR4. Montez-le. Je vous conseille fortement de le monter à 16. Au grand minimum 16. Si vous pouvez aller vers 32, aller vers le max tout de suite, vous allez être large avec le temps. Je vous conseille minimum 16 GB. C'est quoi de racheter une autre barrette de 8 GB? Vous allez voir, ça coûte pratiquement rien. Vous pouvez même en trouver dans l'usager. Niveau SSD, 256 GB. Encore une fois, je vous conseille aussi de le changer. Ne pas nécessairement fonctionner juste sur 256 GB. Peut-être mettre un 1 Tera SSD. Ça peut être intéressant. Moi, c'est ce que j'ai fait dans mes machines. J'avais des 500 puis des 1 Tera. Dans les deux machines que j'ai mis un 500 dans un puis un 1 Tera dans l'autre. Mais tu sais, pour un serveur Minecraft, 256 GB, c'est amplement correct. Ensuite, on continue à magasiner un petit peu. Ici, on a une 7e génération dans le i5. Ça peut être très intéressant. 150$. OK, pourquoi pas. Éviter tout ce qui est 4e génération. Processeur Intel 4e génération, ça commence à être vraiment trop vieux ici. Ça, on évite ça. Puis encore une fois, un 7e génération ici, dans le Lenovo, 160$. N'hésitez pas, si vous ne trouvez pas tout de suite, à retourner. Ça, on va en parler, mais c'est comme lui que j'ai pogné un 8e génération à 159. Puis il revient souvent à 159 aussi, comme je peux voir dans les prix. Là, il a remonté haut, mais à mon avis, il va peut-être redropper peut-être dans quelques semaines. Ça peut être un bon plan aussi, un 8e génération. On n'a pas parlé beaucoup de Ryzen. Comme je disais, il y a certaines versions de Ryzen qui ne sont pas compatibles Windows 11. C'est que souvent les prix drop. Ça, c'est un bon exemple parce que lui, je l'ai remarqué depuis la mi-décembre facilement. Puis là, on est à la fin décembre et il est toujours à ce prix-là. C'est relativement intéressant. Niveau performance, peut-être le i5 va être une petite affaire plus performant. Par exemple, on a le côté Radeon Vega, qui est la carte graphique intégrée qui vient souvent booster un petit peu plus les performances dans des circonstances comme Plex, exemple, qui peut utiliser l'accélération matérielle. C'est sûr, c'est pas un matériel dédié, c'est pas ce qu'il y a de mieux, mais ça peut totalement dépanner parce que les Radeon Vega sont plus performantes que les Intel HD
600 quelques, exemple, intégrés dans les machines. C'est que ça peut être un petit peu plus intéressant si on a besoin d'un accélérateur GPU, ben il y a un meilleur GPU. Et surtout, un Ryzen 5, c'est pas dégueulasse non plus. On parle que c'est un 4 ou un 6 coeurs, si je me trompe pas trop. Dans ce coin-là, c'est un 4 coeurs, on le voit ici. 3.8 GHz. C'est vraiment pas dégueulasse. Encore une fois, ce modèle-là est à 8 GB de RAM. Moi, je vous conseille de l'avoir en 16. Puis il est à 256 GB de SSD. Je vous conseille de peut-être un 512 ou un 1 Tera niveau SSD. Mais ça peut être intéressant. Puis souvent, vous voyez, sont souvent délaissés. Il est à 161$ depuis un bout de celui-là. Ça peut être très intéressant. Et pourquoi on parle de ces modèles-là? Ben, niveau OS, ça va être pour ça. C'est quoi l'OS qu'on va mettre là-dessus? Parce qu'évidemment, on va pas faire tourner Windows là-dessus. C'est pas le but. Le but, ben moi, dans mon cas, il y a beaucoup de personnes qui ont entendu parler, exemple de Proxmox. Il y a beaucoup de personnes qui vont, exemple, se dire, pour un serveur Minecraft, je vais installer MineOS, excusez-moi. Je vais mettre tout simplement, je sais pas, TrueNAS ou OpenMediaVault directement dessus. Avec un Proxmox, on pourrait simplement aussi séparer ça, mettre un Proxmox et installer, exemple, OpenMediaVault ou TrueNAS sur une partie, parce qu'un Proxmox, c'est comme une espèce de... Il y a comme plusieurs conteneurs, on peut installer plusieurs OS, ça peut être intéressant. Mais moi, j'ai quand même regardé un peu Proxmox, j'ai trouvé ça relativement un peu compliqué et je me suis tourné vers le web en faisant de la recherche et je suis tombé sur la compagnie ZigmaSpace. ZigmaSpace, ils ont plusieurs produits, ben, ils en ont 3 généralement. Ils ont le ZigmaCube et le ZigmaCube Pro, le ZigmaBoard, le ZigmaBlade. Ça, la Blade, c'est une espèce de console PC en une seule carte. La ZigmaBoard, c'est une carte un peu plus comme un Raspberry Pi, mais je peux y rajouter des modules après. Je peux y rajouter, il y a une ligne PCI Express sur le côté pour rajouter, exemple, du stockage NVMe. Il y a des ports SATA pour rajouter des disques durs. Ça peut être très intéressant si je veux faire un peu le projet qu'on va faire, mais sur une carte vraiment compacte. Ça peut être intéressant, une ZigmaBoard. ZigmaCube, ça, c'est comme leur NAS... où ils ont le ZigmaCube Pro aussi, qui est même sur un i5 aussi, qui tourne sur un i5, qui est vraiment un NAS qui fait serveur également, puis tout ça. Même nous autres, on va le faire nous-mêmes. Fait que, comme je vous disais, ça, c'est le ZigmaCube. Puis, on va se baser sur son OS à lui. Ça peut être très intéressant de se baser sur l'OS, surtout qu'il est disponible sur GitHub. C'est que vous pouvez, je vais vous mettre le lien évidemment en description, mais vous allez sur la page de GitHub pour aller chercher le Zigma OS. Puis moi, je fonctionne sur l'OS parce que c'est un OS qui est quand même relativement simple, efficace, qui dit les informations qu'on veut voir et qui est vraiment conçu pour faire un mini serveur. C'est ça qu'on veut faire et c'est ça que j'ai fait également parce que j'en ai un qui tourne actuellement. Ça ressemble à ça. Tadam. Je vous passe l'étape d'installation. Vous allez avoir les installations vraiment sur GitHub. Comme c'est ici, vous allez chercher Balena Etcher. Vous téléchargez leur dernière image, comme ici, de la dernière release. C'est que vous allez chercher la release sur le côté. Vous suivez les instructions. Mettez ça dans Balena Etcher, votre clé USB, tout ça. Vous faites flasher, puis... vous bootez sur votre clé USB. Mention particulière pour ces mini tiny PC là aussi, je vais vous le dire parce que j'ai rencontré un problème. Le Secure Boot souvent pose des problèmes. Sur mon Dell, j'avais vraiment juste besoin d'aller désactiver le Secure Boot. Merci, bonsoir. Je pouvais monter ça, monter ma clé USB, puis monter ça comme OS. Sur le HP, j'ai eu beaucoup plus de misère. Il a fallu que je désactive le Secure Boot. Il y a des éléments de sécurité dans ces appareils-là parce que c'est des appareils professionnels qui sont faits pour des bureaux, des affaires comme ça. C'est qu'il y a des éléments qui faisaient que dans ces machines-là, souvent, comme je vous ai dit, le Secure Boot, c'est bien important de le désactiver. Sinon, on n'est même pas capable de booter la clé USB. Au niveau de Zigma OS, ben, ça ressemble à ça. Je le vois actuellement, mon système tourne. J'ai des systèmes qui tournent dessus, j'ai des applications, on va y arriver tantôt. J'ai mon stockage de 1 Tera qu'on voit là. J'ai un NVMe branché dessus aussi, en externe, en clé USB. C'est que mon processeur consomme 14%, 22%, c'est-à-dire moins de 10 watts ici. Là, j'étais à 51, 52 degrés. C'est pour ça que j'ai mis un petit ventilateur pour l'aider au niveau du refroidissement quand je suis capable d'aller chercher plus frais. Peut-être y mettre quelque chose de plus compact, exemple avec des ventilateurs boîtiers. Je vais peut-être essayer de bidouiller un truc. Avoir une imprimante 3D, quelqu'un qui a ça pourrait se faire une espèce de chambre avec un ventilateur en avant, un ventilateur en arrière pour aider à la circulation d'air. Parce que ces tiny PC là,
La seule circulation d'air que vous avez, c'est le tunnel ici, le CPU ici. C'est la seule ventilation d'air. Je trouve qu'il manque un peu d'air dans ces tiny PC-là. Peut-être le défaut majeur, je vous dirais. Là. Mais vous voyez, il tourne, il consomme rien actuellement. C'est qu'on est à 10 watts ici. Au niveau des applications, on a le store. Le store, my god, qui a des applications intéressantes en plus là-dedans, là. C'est hallucinant. J'ai découvert Tortully qui est... moi, j'ai un serveur Plex qui est sur mon NAS Synology. Et Tortully, c'est un moniteur pour Plex. Ça me permet d'avoir plein d'informations par rapport à mes utilisateurs, par rapport à mes films, des affaires comme ça. Je vois ici Transmission également, qui est un système de torrent, QBitTorrent. J'en parle même pas, tout le monde connaît ça. Il y en a une tonne, sérieux. Il y a MariaDB pour le web. Vraiment, il y a une tonne d'affaires. ESP Home, File Browser, MB, Nvidia GPU, puis MB tout court. Ça, c'est un équivalent de Plex, on pourrait dire, si je me trompe pas. WhatsApp Docker, WordPress. Si vous voulez héberger votre propre serveur, Cloudflare, Crafty, je vais y arriver tantôt. Vraiment, il y a une tonne d'applications disponibles. Plex, on le voit justement là. Pi-hole, parfait pour bloquer les publicités, ça. D'ailleurs, je veux l'installer, je veux me mettre sur le dossier. MySpeed pour faire des speed tests. Il y a vraiment Home Assistant, évidemment. Ici, il y a une application de moniteur qui pourrait être intéressante, que je viens de voir. Homepage, Homebridge, Firefox, évidemment, parce qu'on peut faire des recherches web directement sur... il y a Craftly Control, je l'avais pas vu. Cloudflare Web, il y a Docker aussi, là. Guardian Home, bref, il y a une tonne d'applications. Je vous laisse aller découvrir. Vous pouvez les retrouver sur le site de Zingma. Si je ne me trompe pas, dans la section Zingma Cube, ils en parlent justement ici là, de leur application. Il y a une tonne d'applications et ça s'installe hyper simplement. On peut s'installer vraiment comme le App Store, comme le Google Play Store, puis tout ça. Puis après ça, c'est installé ici. Savefile, ben là, c'est les dossiers du NAS, on pourrait dire, pour accéder aux dossiers. C'est vraiment bien foutu aussi. Je peux juste prendre, ouvrir une fenêtre Windows, drop tout ça directement là-dedans, sans en faire le petit plus ou ajouter ou quoi que ce soit, ça marche. ZVM, c'est pour faire des machines virtuelles. Je pourrais lancer un Windows 11, un Windows 10, un Fedora, un Debian, un Ubuntu, bref, peu importe. Peerdrop, intéressant aussi si vous avez plusieurs machines un peu comme moi, pour faire une espèce de airdrop. Ça, c'est inclus avec, là. C'est ce que je viens de vous parler. Les settings, la communauté, il y a une option, un onglet pour la communauté. Puis là, si on en revient à mon petit serveur Minecraft, j'utilise Craftly, Control. L'interface est vraiment bien foutue. Au niveau de l'interface, là, actuellement, j'ai 2 serveurs qui tournent. J'en ai 3 d'installés. J'en ai un qui est all-in. Actuellement, j'en ai 2 modés là-dessus, puis j'en ai un qui est Vanilla avec sous Paper. On voit vraiment, c'est clair, l'interface. Qu'est-ce que ça utilise, tout ça. C'est que ici j'ai Ice and Fire, qu'est-ce qu'il utilise en consommation de RAM, qu'est-ce qu'il utilise en consommation CPU. Ici aussi, Resina Craft, qu'est-ce qu'il utilise en CPU, qu'est-ce qu'il utilise en RAM, tout ça. Mes nombres de joueurs connectés, comme là actuellement, je vois que j'ai 2 joueurs de connectés sur Ice and Fire. J'ai personne d'autre de connecté sur mon autre. C'est moi qui monte mon serveur moi-même. Si je veux, je peux ajouter, créer un nouveau serveur. Ça paraît compliqué, mais principalement, ça va être ici, créer un nouveau serveur. Ça, c'est pour des importations. Puis ça, c'est pour une importation depuis un serveur ou un ordinateur. C'est que je sélectionne le serveur Minecraft. Ou je peux même proxy, un Benjica. Là, dans mon cas, ça va être un Minecraft. Vanilla, Paper, Fabric, quoi demander plus? Si je veux Vanilla, 1.21.4, une version plus vieille, 1.14, 1.10. Le nom du serveur, la quantité de RAM minimum, quantité de RAM maximum, le port, parce que là j'en ai plusieurs, c'est pas juste tout le temps le port par défaut, 25565, quand t'en as plusieurs, tu commences à faire plusieurs parts. Je me suis fait une liste de parts. Même pas besoin d'ajouter de rôle, tu fais créer serveur, ça va se créer tout seul, puis ça va ressembler un peu, si je m'en vais sur Resina OS, ça va ressembler à ça. Ça, c'est le graphique interne. Après ça, j'ai mon terminal qui est juste là, j'ai les logs, j'ai les sauvegardes pour faire des sauvegardes, tâches planifiées pour faire des sauvegardes automatiques, avec fichiers, je peux accéder à mes fichiers, gestion des joueurs, des affaires de même, des stats. C'est vraiment, vraiment très bien foutu, je trouve.
et c'est agréable à utiliser. Pour ce qui est de cette application-là. MySpeed, c'est pour faire des speed tests. Mon dernier speed test était voilà 34 minutes pour vérifier que ma co est relativement stable. Je trouve ça intéressant, il est fait automatiquement. Bref, je pense que la vidéo est assez longue comme ça. Si vous avez adoré la vidéo, je vous invite à mettre un like, un commentaire. Si j'ai dit des bêtises, j'ai pas la science infuse. Ça peut arriver que j'ai dit des conneries. C'est pas impossible. Puis moi, je vous dis ciao, au revoir à la prochaine. C'était ma petite vidéo du jour de l'an. Bonne année 2025 à tous. Moi, je vous dis ciao, au revoir. C'était DJ en direct du studio. À plus!